Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie de Guillaume Laniel. Salut Guillaume. Salut Constantin, salut à tous. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Guillaume, tu as écrit ce magnifique ouvrage qui vient de sortir il y a quelques semaines maintenant, Nadal, le guerrier ultime. Et j'ai voulu qu'on insiste sur ce petit créneau pour pouvoir un peu échanger sur ton parcours, ton ouvrage, et également le tennis actuel, cette fin de saison qui s'annonce palpitante, c'est également 2023 qui s'annonce avec pas mal de rebondissements, pas mal de joueurs à suivre. Donc toi, Guillaume, par rapport à ton parcours, journaliste, commentateur pour plusieurs grands médias, donc j'ai pu voir que tu avais fait Eurosport, l'équipe, RMC, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus par rapport à ton parcours. Comme je le citais, tu as écrit cet ouvrage avec d'excellentes photos de Corinne Dubreuil qu'on a reçues il y a quelques jours également en interview. Donc par rapport à cet entretien, on va d'abord parler de ton parcours, ensuite de l'ouvrage et on terminera sur le tennis actuel. Donc est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Guillaume? Oui, je peux me présenter. Bah, écoute, donc Guillaume Laniel, tu l'as dit. J'ai fait une école de journalisme, tout simplement, entre 2003 et 2006, donc pour embrasser, si j'ose dire, une carrière de journaliste. Je suis devenu journaliste en 2006, désormais. Ça remonte, ça ne me rajeunit pas. Donc voilà, j'ai commencé à RTL, à la radio. Au service des sports. Et puis après, je suis parti d'RTL, j'ai fait pas mal de médias, tu l'as dit, Eurosport. J'ai travaillé à peu près dans tous les médias sportifs les plus connus, hein. Eurosport, Bein Sport, le groupe Canal+, également. Là, je collabore avec Prime Video depuis pour la deuxième saison consécutive, hein, sur la Ligue 1 et sur la Ligue 2. Donc voilà, essentiellement, enfin même que dans le domaine du sport, effectivement, depuis 16 ans et avec beaucoup de bonheur parce qu'évidemment, on ne fait pas ce métier par hasard, on ne fait pas ce métier de manière anodine et c'est parce qu'on a ce goût pour le sport, pour les histoires du sport qu'on devient journaliste sportif, tout simplement. Et avant qu'on revienne un peu sur ton parcours en tant que journaliste, pourquoi le tennis? J'imagine que c'est peut-être pas ton seul sport, que tu t'intéresses à plusieurs sports, mais qu'est-ce qui t'a touché d'une façon générale dans le tennis? Qu'est-ce qui t'a porté vers ce sport? Ouais, je suis pas uniquement fan d'un sport, effectivement. Je suis pas que football, que basket, comme peuvent l'être d'autres. Et c'est absolument pas une critique d'ailleurs. Mais bah, écoute, j'ai baigné dans une. Voilà, mes parents aimaient beaucoup le sport. Mon père a acheté l'équipe tous les jours à partir de ses 20 ans. Donc j'ai vraiment baigné dans une ambiance sportive, si j'ose dire, et tous les sports. Voilà, football, basket, tennis, athlétisme. Et le tennis faisait partie de ces sports qui, moi, me passionnaient quand j'étais petit. Alors voilà, moi, mon idole de jeunesse, c'était Boris Becker, le joueur allemand qui a gagné plusieurs fois Wimbledon. J'adorais aussi la fin d'André Agassi, mais c'est un sport que j'ai toujours aimé. Roland Garros a toujours été une tradition chaque année. Enfin, on se devait de regarder évidemment le tournoi de Roland Garros quand même à l'époque. Moi, j'ai connu, oui, dans les années 90 avec les époques Bruguera, notamment lorsqu'il a gagné, les époques même Jim Courier, lorsqu'il gagne au début des années 90. Donc voilà, j'ai toujours adoré le tennis. Je continue à suivre évidemment. Il faut dire que si tu aimes le tennis depuis 15 ans, c'est quand même plutôt un régal avec nos trois monstres. Donc voilà, c'est un sport que j'adore, que je pratique également de manière occasionnelle. Donc voilà, toujours eu un goût prononcé pour cette discipline. Ok, c'est noté, bon, on aura l'occasion d'y revenir avec ton ouvrage. Donc, par rapport à ton parcours de journaliste, donc, tu nous as parlé que tu as fait une école de journalisme et après, tu t'es orienté RTL d'abord à la radio et ensuite petit à petit dans les différents médias sportifs. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient devenir journaliste sportif et potentiellement se spécialiser dans un sport, comment est-ce que ça se passe? Parce que certes, tu as l'école, mais derrière, déjà pour t'orienter dans le monde du sport et ensuite j'imagine que c'est un doux rêve, mais de se spécialiser sur un seul sport. Je ne sais pas si tu es obligé de pouvoir couvrir plusieurs sports qu'on te demande d'écrire sur du foot, du tennis, ou si tu as l'occasion de faire qu'un seul sport, ton sport privilégié. Dis-nous un petit peu comment ça se passe en fait. Au sujet du. Ouais, écoute, en fait, c'est bien d'être polyvalent quand même, hein, quand tu veux faire cette carrière. Si tu t'intéresses qu'au football ou si tu t'intéresses qu'au tennis, c'est quand même un petit peu compliqué. Il faut essayer d'ouvrir un petit peu son horizon, de ne pas avoir des œillères évidemment, de s'intéresser à toutes les disciplines.
Après, comment répondre à cette question? Disons que tu as des gens qui, écoute, par passion, se sont vraiment focalisés sur une discipline sportive. Je sais pas, on peut citer, on a plein d'exemples comme ça, des commentateurs de foot connus qui, Grégoire Margoton, voilà, semble-t-il, je ne le connais pas personnellement, mais semble-t-il un goût très prononcé pour le foot, et c'est la raison pour laquelle il a fait quasiment que ça, me semble-t-il. Je crois qu'il avait fait un petit peu de basket en début de carrière, un petit peu de NBA à Canal, mais voilà, il y a les gens qui sortent du lot, qui arrivent à se spécialiser dans certaines disciplines. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'aurais pu être spécialisé en tennis, mais je ne vais pas mentir, c'est pas le cas. J'aurais pu être spécialisé en basket parce que j'en ai fait quand j'étais gamin pas mal d'années. Et pareil, c'est un sport que je connais très bien et que j'ai pas mal commenté. J'aurais pu être spécialisé en foot, mais moi j'ai toujours aimé le fait de t'intéresser à toutes les disciplines parce que chacune est particulière, chacune a ses spécificités et je trouve que c'est un atout, quoi. C'est un atout. Après, chacun fait son choix. Ça dépend aussi de ton ressenti, ça dépend des rédactions dans lesquelles tu es, si elle désire avoir une figure de proue sur une discipline très précise. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai toujours eu effectivement ces yeux converger vers quasiment tous les sports, quoi. Ok. Et par rapport à ton cursus, du coup, c'est durant tes années d'études que tu as pu avoir cette spécialisation dans le sport en tant que journaliste, ou c'est après, de par tes expériences, stages, etc., que c'est venu? Moi, quand j'ai su que je voulais être journaliste, on va dire euh, dans ma jeune vingtaine, je savais que si j'étais journaliste, c'était dans le sport. Je ne me voyais pas être journaliste dans un autre domaine. Je ne me voyais pas faire de la politique parce que très honnêtement, moi, ça ne m'a jamais passionné, vraiment. Je ne me voyais pas faire, je ne sais pas, de l'économie, de la culture peut-être. Ouais, de la culture, j'y ai peut-être songé un petit peu. Cinéma, musique, théâtre, ça c'est des choses qui me parlent. Mais très vite, j'ai su que là où mes compétences étaient les plus élevées, c'était en sport. J'ai su que j'avais quand même, de par mon enfance, de par le fait d'avoir baigné dans le sport, j'ai su que ma légitimité, elle était dans ce domaine-là. C'était un choix on ne peut plus naturel et on ne peut plus logique pour moi d'être journaliste sportif. Ok. Et du coup, tu as fait des grands groupes, des grands médias, l'équipe, Eurosport, Canal, RMC. Comment est-ce qu'on rentre dans dans ces grandes institutions du sport? Parce que c'est quand même des grands noms que tu as sur ton CV. Comment ça s'est passé? Il faut de la détermination, je ne vais pas te le cacher. Déjà, le premier point, il faut de la passion. Voilà, il faut de la passion. Il faut aimer ce que tu fais, il faut avoir de l'envie de grandir, d'apprendre, de découvrir. Voilà, il faut aimer le monde des médias, évidemment. Il faut aimer la discipline, il faut aimer le sport si tu veux être journaliste sportif, ça va de soi. Et puis après, comment tu rentres? Le plus dur, c'est le début. Le plus dur, c'est le début parce que personne ne te connaît. Donc, faut un petit peu forcer les portes. Hein. Je vais pas être très original, mais faut y aller. Faut pas avoir peur. Faut solliciter les gens, montrer que tu as envie, ne pas hésiter à multiplier les stages pour te montrer un petit peu. Et puis, plus les années passent, plus c'est simple, entre guillemets, parce que tu commences à être un petit peu connu du milieu. Tu sais, c'est un milieu où tu rencontres toujours, tu retrouves les mêmes gens. Moi, je retrouve des personnes de temps en temps dans des rédactions que je connais depuis que j'avais déjà croisé il y a plus de 10 ans. C'est un petit monde. Donc voilà, plus les années avancent, plus tu te fais un petit peu connaître, tu te fais ton réseau qui est évidemment très important dans ce milieu-là, hein, je ne vais pas le cacher. Et puis après, les choses deviennent un petit peu plus simples. Voilà. Et par rapport à tes expériences, donc tu as eu à la fois sur de la presse, de la rédaction, et également commenté en radio ou à la télé. Tu as eu l'ensemble du prisme par rapport à ces expériences dans le monde du sport? Oui, j'ai fait. Alors, j'ai très, très peu fait de presse écrite. Vraiment très, très peu. J'en ai fait en tout début de carrière, mais vraiment très, très peu. J'ai commencé, tu l'as rappelé, en radio, média que j'adore, vraiment. J'aimerais beaucoup en refaire. D'ailleurs, j'étais sur Europe 1 la semaine dernière et ça m'a ravivé de bons souvenirs, même si j'ai jamais travaillé là-bas. Donc, un tout petit peu de presse écrite, pas mal de radio quand même, parce que j'ai fait 4 ans à RTL. Et puis, j'ai refait de la radio à RMC d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Et puis maintenant, depuis quelques années, je suis que en télévision. Je travaille que à la télévision dans des chaînes sportives que tu citais, Eurosport, Prime Video, l'équipe.
Donc voilà, que en télé désormais. Mais c'est vrai que j'ai goûté un peu à tout. Et puis en termes, tu le disais, en termes de fonction, si j'ose dire, j'ai fait de la présentation, j'ai fait du commentaire d'événements sportifs en direct, plein de sports différents, dont le tennis. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pu faire de la présentation de journaux d'information sportive. Donc j'ai touché à pas mal de choses. Ouais, ouais. C'est ça C'était passionnant. qui est ultra intéressant. Ouais. Et pour terminer sur cette partie et par rapport à ton parcours, est-ce que une journée type, maintenant tu me dis que tu fais beaucoup de télévision, comment ça se passe un peu l'envers du décor? Parce qu'on voit pas forcément, parce que nous, voilà, on voit commenter un match, etc. Mais comment ça se passe une journée type en tant que commentateur? Alors, si tu es commentateur, si on prend l'exemple du commentaire, une journée type, bah écoute, moi je parle pour moi, hein, un petit peu ma manière de fonctionner. Chacun a ses techniques, si j'ose dire. Mais tu vois, là, tu m'appelles, je commentais, on fait l'entretien, je commentais un match de foot, là, il y a quelques heures, un match de Ligue 1. Moi, ma petite tradition, c'est la veille, je travaille pendant plusieurs heures. Je travaille de chez moi pour préparer la rencontre. Donc, tu vas sur les sites officiels des clubs, tu regardes un petit peu les derniers résultats des deux formations, tu vas sur les comptes Twitter des clubs où tu peux trouver des informations. Bon, tu fais un petit peu évidemment le tour de la presse nationale, régionale. Donc voilà, je m'imprègne un petit peu de la rencontre. Les absents, enfin voilà, toutes les informations qui sont bonnes à glaner. Et puis le lendemain, je rebosse un petit peu, je retravaille sur mon match pendant 1 heure et demie, 2 heures, voilà, pour me réimprimer un petit peu les informations que je note évidemment hein, sur un cahier, sur des feuilles pour avoir quelque chose lorsque je commente. Et puis après, tout s'accélère. 1 heure avant le match, bah, sur les rencontres de football, 1 heure avant la rencontre, tu as la compo, hein, les compositions d'équipes officielles. Donc là, tu couches tes compos sur ton petit cahier ou sur tes petites feuilles. Et puis après, bah, arrive le coup d'envoi de la rencontre et puis hop, c'est parti quoi. Voilà un petit Ok. peu voilà comment moi je fonctionne. Je pense qu'on est Oui, pas mal à chacun. fonctionner de cette manière, même si oui, il y en a qui ont peut-être des techniques un petit peu différentes. Ouais. Ok, bah c'est très très clair pour cette partie sur ton parcours. Maintenant, on va pouvoir parler de ton ouvrage, Nadal, le guerrier ultime. Euh, Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur Rafa? Parce que on a pu lire, enfin pour ceux qui l'ont lu en tout cas, que tu étais plus du côté de Federer et que finalement, petit à petit, tu as été touché par la personnalité, l'abnégation de l'Espagnol. Et lors de la finale de l'US Open 2019, ça t'a donné envie d'écrire. Oui, quel a été ton processus qui t'a mené à cette décision de dire je vais écrire un bouquin sur Rafael Nadal? Alors Raphaël Nadal, c'est marrant parce que tu l'as bien souligné, je le dis dans l'avant-propos, et moi j'étais beaucoup plus Roger Federer. Et je me souviens d'ailleurs que lors de l'édition de Roland Garros où Nadal s'incline pour la première fois, tu te souviens, hein, contre Robin Soderling, je crois que c'est 9. 2009, ouais, c'est 2009. Bah, je commente la rencontre. Je commente la rencontre à l'époque pour une web radio qui s'appelait RTL L'équipe. C'était une radio née du partenariat entre RTL La Radio et l'équipe Le Quotidien. Et je commente le match et je suis super content. Je suis super content de voir ce cyborg, celui que je considérais à l'époque comme un cyborg, un colosse infatigable. Je suis super content de le voir perdre contre ce géant suédois dont j'étais pas particulièrement fan. Et effectivement, je vais un petit peu me répéter, mais ouais, j'étais beaucoup plus Roger Federer. Les années ont passé et tu l'as bien dit, et c'est ce que je dis dans mon avant-propos. Les années ont passé et ça a fait ça, quoi. Ça s'est inversé. Et c'est pas de la faute de Roger Federer, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose, et c'est très personnel, mais il y a quelque chose, oui, qu'il y a chez Rafael Nadal et qu'il y a beaucoup moins chez Federer, qui me parle, moi, personnellement, énormément. Et tu l'as dit, c'est cette abnégation, ce refus du renoncement. Je peux être mené 6-0, 6-0, 5-0, je vais jouer le prochain point comme si c'était une balle de match. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est vrai que ma passion pour Nadal, je l'ai eu, je dirais, c'est assez paradoxal d'ailleurs, mais je l'ai eu lorsqu'il est moins bien. Tu sais, lorsqu'il fait 2 saisons sans grand chelem, 2015 2015 et et 2016. 2016. Ouais, et ben, tu vois, c'est marrant, hein. C'est quand le géant était très amoindri que j'ai commencé à bien aimer. Après, ça s'est poursuivi en 2017. Il fait une saison extraordinaire puisqu'il gagne Roland et l'US Open. Et Ouais. donc, pour revenir à ta question initiale,
Je me rappelle ça très bien de ce jour de septembre 2019, finale de l'US Open. Donc là, je suis vraiment fan. Finale que j'étais très heureux de suivre. En tant que spectateur d'ailleurs, hein, je travaillais pas dessus. Medvedev, tu te rappelles Medvedev, sa première finale en Grand Chelem contre Nadal. Et ça m'a mis dans un tel état, parce que tu dois te souvenir du scénario du match, mais pendant 1h30, c'est une balade. Enfin, il se balade plutôt, Nadal, il mène 2-7-0. Je me demande s'il n'a pas un break d'avance. Ouais, il a le break aussi dans le troisième. Donc tu te dis, bon allez, je vais me coucher. La finale de l'UE, je crois qu'elle commence à 23h heure française. Je me disais, à 1h du match, à 1h du matin, je serai au dodo, ce sera. Et puis ça nous a embarqué jusqu'à 3h, puisque Medvedev te fait un retour fracassant. Et le dernier set me met dans un état vraiment, mais je m'en rappelle, mais je tenais plus en place sur mon canapé. Moi, à un moment, je suis persuadé que Medvedev va gagner, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais il a pas mal de balles de break en sa faveur. D'entrée dans les premiers. Exactement. Dans les premiers. Et après, Nadal se démarque, et après, on sent Nadal qui est un peu la tremblante, qui physiquement est dans le dur, et qui arrive à. Dans le dur, il y a un point où. Il y a un point phénoménal où il reste accroupi de longues secondes, Nadal, tu dois t'en souvenir de ce point. Enfin, tu sens qu'il est au bout du rouleau. Le match fait à peu près 4h45. Et donc, à l'issue de cette rencontre, illumination. Vraiment, non, mais je me dis, ce mec est tellement. C'est un match, je trouve, qui illustre bien sa carrière et son esprit de guerrier ultime, pour reprendre le titre de mon ouvrage. Et voilà, à la fin de cette rencontre, je me suis dit. Ce mec est tellement impressionnant et moi me procure tellement d'émotions que, allez, on va essayer d'imaginer un livre le concernant. Voilà. Et juste, je fais un step back sur ce que tu as dit par rapport à Federer et Nadal avant de pouvoir poursuivre sur ton livre. Donc au début, tu étais plus Federer et après, tu as eu cette abnégation qui t'a plu chez Nadal et qui te touchait beaucoup plus. Et ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, Federer, voilà, c'est l'élégance. Et c'est la facilité. Et donc, si ça t'a touché au début, c'est que ça devait également te parler, non? Qu'après, finalement, tu te dises, finalement, je préfère l'école au mérite, à ceux qui se tuent à l'effort, comme Rafa, avec cette abnégation. C'est pour ça que faire le changement inverse, de passer de Federer à Nadal, comment ça s'est fait? Parce que c'est vrai que ça peut être étonnant. Au début, on le sait, Federer, c'est l'artiste, le Suisse, l'élégance, la facilité. Vraiment le danseur sur le court par rapport à Nadal où c'est beaucoup plus violent sur un terrain. Donc comment t'expliques ça en fait, parce que ça peut être un petit peu surprenant de changer de camp vis-à-vis de ça. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. T'es forcément au départ, lorsque les deux arrivent, Federer arrive un peu plus tôt que Nadal, mais t'es forcément, plus touché par l'élégance, tu vois un type qui arrive, je parle de Federer, qui joue incroyablement bien, qui produit un tennis d'immense qualité sur gazon notamment. Tu peux être que... moi, je trouve que tu pouvais être qu'amoureux de ce mec. Surtout que quand Federer arrive, il n'y a pas grand monde à côté. Enfin, il n'y a pas grand monde. Bon, il y a sa fille, il y a Lleyton Hewitt, d'excellents joueurs évidemment, qui ont remporté des grands chelems. Mais voilà, Federer est arrivé. Moi, je trouve que tu étais obligé d'être fan de ce type, de par, encore une fois, la qualité de son jeu. Après, je vais me répéter un peu, concernant Nadal, c'est vraiment, moi, pas fan de son jeu au départ, mais vraiment, vraiment, vraiment pas fan. Seulement terrien lors de ses premières années, ça m'énervait un peu. Moi, j'ai toujours été plus gazon, plus Wimbledon, et je te le rappelle, et je le disais tout à l'heure, moi, celui que j'adorais quand j'étais gamin, c'était Boris Becker, qui était quand même un volleyeur. J'adorais aussi Stefan Edberg, c'est pareil, ce sont des joueurs qui ont gagné Wimbledon à de multiples reprises. Mais je sais pas trop comment l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, si tu me demandes c'est qui le plus beau joueur entre Federer et Nadal, je te réponds Federer. Le plus beau joueur à voir, pour moi, c'est Federer, il n'y a pas photo. Mais je sais pas, il y a quelque chose Nadal a quelque chose en plus, et encore une fois, c'est cette détermination, cette volonté de ne jamais rien laisser à l'autre, cet esprit de combattant, cet esprit de compétition qui est même... sans doute presque pathologique. À mon avis, il déteste la défaite comme peu de sportifs la détestent. C'est vrai que oui, ça a pris un peu le pas sur le jeu au final. Parce que, après, j'adore le jeu de Nadal quand même, et je trouve que c'est un remarquable joueur. Et je l'ai découvert, j'ai eu beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, on en parlera dans le bouquin, sur le chapitre notamment l'évolution de son jeu. Tous les observateurs te disent c'est un volleyeur hors pair. Et ça, peu de gens le disent, mais c'est un volleyeur, il a un toucher de balle absolument incroyable. On s'en rend compte quand même maintenant depuis quelques années. Et il est loin du bourrin, entre guillemets, qu'on décrivait en
en début de carrière. Mais écoute, ce qui fait la différence, pourquoi je suis passé de Nadal à Federer, voilà, pour résumer ma pensée, c'est ça. C'est vraiment le mental de guerrier. Voilà. Le mental de guerrier qu'à mon sens, a beaucoup moins eu un Roger Federer. Voilà. Ok. Très, très, très clair vis-à-vis de ça et je ne peux que te rejoindre, étant aussi un grand fan de l'espagnol. Donc là, on est sur cette nuit de septembre 2019, donc il est très tard dans la nuit. Tu as une illumination de te dire, tiens, si j'écrivais un livre sur Rafa, et ça s'est concrétisé, hein, c'était pas un one-shot à 4 heures du matin à se dire, bon, je vais peut-être écrire un livre, ça s'est vraiment fait derrière. Quel était ton but vis-à-vis de cet ouvrage? Tu as l'idée du bouquin. Qu'est-ce que tu avais envie de partager, d'écrire sur l'espagnol par rapport à tous les ouvrages qui ont déjà pu être faits sur le mallorquin? Quel était ton but qui se cachait derrière ça? Le but, l'angle de mon livre, si j'ose dire, j'ai eu assez vite, c'était d'essayer de comprendre comment ce Mallorquin né en 1986 avait pu se construire un palmarès aussi éloquent. Voilà, c'est un petit peu mon point de départ, et c'est resté d'ailleurs, c'est l'angle de mon livre. Hein. Chaque chapitre répond à cette question un petit peu, hein, quelque part. Comment il est arrivé à avoir une carrière aussi aboutie, parce que je rappelle qu'il y a de longues années, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'adversaires, beaucoup de joueurs doutaient de sa capacité à rester au plus haut niveau très longtemps, de par l'exigence notamment de son jeu. Il a réussi à faire taire, si j'ose dire, tous ses détracteurs, même si les arguments étaient recevables à l'époque, pour effectivement avoir une carrière extraordinaire. Est-ce que c'est le plus grand? Bon, ça c'est toujours, mais bon, c'est l'un des plus grands incontestablement. Et surtout connaître je rappelle qu'il est passé professionnel en 2001. Donc on est à 21 années en tant que professionnel pour Rafael Nadal. Donc j'avais envie de comprendre comment effectivement ce petit gamin qui nous est arrivé dans la tête au milieu des années 2000, qui a gagné Roland-Garros dès sa première participation, comment ce gamin qu'on décrivait comme un joueur qui n'allait gagner que sur terre battue et qui allait avoir une carrière qui allait s'arrêter à 28-29 ans, comment il est parvenu à devenir l'un des plus grands de l'histoire. Voilà, c'était la question qui m'intéressait précisément. Et du coup, quel est le processus d'écriture pour répondre à cette question? Donc, tu l'as dit, il y a pas mal de témoignages dans l'ouvrage. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais listé plusieurs noms que tu souhaitais contacter pour qu'ils te répondent sur une partie, un prisme du livre? Comme tu l'as dit, le découpage est très bien fait par rapport à la personnalité et le style de jeu du Mallorca. Est-ce que tu t'es pris des murs aussi, des personnes qui n'ont pas souhaité te répondre? Comment ça s'est passé un petit peu tout ça? Alors, écoute, naturellement, moi je me rappelle que donc il y a la fameuse nuit que tu racontais de septembre 2019, donc la victoire de Rafa à l'US Open, qui a été un peu l'élément déclencheur donc dans le processus d'écriture de mon livre. Je me rappelle que, je crois, hein, dès le lendemain, je m'y mets sur mon petit cahier. Mon premier réflexe, alors déjà mon premier réflexe, ça a été par rapport à l'angle que je viens de te raconter, ça a été de définir un peu toutes les choses qui font que Rafael Nadal a eu cette carrière-là. C'est un peu le découpage que tu retrouves par chapitre dans le livre. Son mental de guerrier, son jeu extraordinaire sur terre battue, le fait qu'il soit gaucher, qui lui a certainement conféré un avantage, sa raquette, pareil, est-ce qu'il aurait gagné avec une aide? On ne saura jamais, mais c'est vrai qu'il a eu, on aura peut-être l'occasion d'en parler, une raquette vraiment faite sur mesure et qui en épouse parfaitement son jeu. Donc le premier réflexe, c'était de délimiter un petit peu tous les différents angles, toutes les différentes thématiques. Voilà. Et puis le deuxième réflexe, ça a été, tu t'en parlais, ça a été de lister les gens que j'étais susceptible d'interviewer. J'ai bossé dans les médias, j'ai travaillé, j'ai fait quand même pas mal de fois Roland-Garros, donc j'avais des connexions, si j'ose dire. Donc voilà, mon premier réflexe a été de coucher les noms de gens qui allaient me répondre de manière quasi certaine. Je pense notamment à des consultants avec qui j'ai pu travailler, Arnaud Clément, Arnaud Di Pasquale, Camille Pin, qui sont des consultants chez Eurosport, Jean-Paul Lotte, qui continue son immense carrière aussi chez Eurosport, Florent Serra, que j'avais côtoyé du côté de RMC, si je ne m'abuse. Très vite, j'avais quand même pas mal de noms. Et puis, j'ai un carnet d'adresses, puisque je suis journaliste depuis 2006, donc j'avais, là je parle hors consultant, j'avais des contacts d'entraîneurs, de joueurs qui apparaissent dans le livre. Je pense à Eric Winogradsky, Paul Quétin, qui est kinésithérapeute à la Fédération française de tennis. Et puis après,
J'ai couché des noms un petit peu plus ambitieux. Hein, voilà. Et alors, c'est aussi l'une de tes questions. Est-ce que tu t'es pris des murs? Évidemment, ouais. Évidemment, je me suis pris des murs. Tu veux que je te cite les noms? C'est ça? Tu voulais Allez, les. allez, Ouais. on peut. Ouais, il y en a pas mal. Bah, déjà, je vais être tout à fait franc. J'aurais aimé m'entretenir, même si pour moi, honnêtement, c'est pas si grave. Et je trouve que le livre se lit quand même très bien sans ça. Mais je te cache pas qu'ayant imaginé en 2019 un livre sur Rafa, bah, j'ai sollicité son entourage Bien pour sûr. la voir. Alors, ça s'est pas fait. Ça a été. Il y a eu de longues. Enfin, non, pas si longues en plus, mais il y a eu pas mal de discussions. Mais voilà, son entourage m'a fait savoir qu'ils n'étaient pas très très fans de livres. Il faut être honnête aussi, moi, à cette époque-là, je fréquentais moins les tournois qu'à une certaine époque, donc je connaissais assez peu son agent, que j'avais eu au téléphone, donc il ne me connaissait pas. Ça ne m'a pas aidé aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire, tout ce que j'ai pu pour essayer de vendre le projet, mais voilà, c'est pas passé auprès de Rafa. Après, alors, je rassure les gens qui nous regardent, il y a des propos retranscrits de Raphaël Nadal, issus de conférences de presse, tout cela, mais je ne l'ai pas eu personnellement dans le cadre de cet ouvrage. Malheureusement, après, il y a eu d'autres refus. Oui, Patrick Mourado, que j'avais sollicité aussi, n'a pas souhaité participer à l'ouvrage. Et puis il y a eu des joueurs. Quels joueurs n'ont pas souhaité? Si je dois dire des choses honnêtement, les joueurs français, ils ont pas été super coopératifs. Hein, voilà. C'est Ouais. étonnant. Ouais, c'est un peu étonnant, c'est malheureux, mais j'avais sollicité évidemment. Voilà, un autre regret, ouais, moi j'aurais bien aimé avoir Richard Gasquet. On connaît Richie, bien ouais. son histoire commune avec Rafa, mais écoute, pour être tout à fait transparent avec toi, tu sais, tu passes pas directement par les joueurs, tu passes par des agents, par des attachés de presse, et je sais que tous les joueurs français, malheureusement, n'ont pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Ouais, franchement, je trouve ça un petit peu dommage. Après, il y a des joueurs français qui apparaissent dans le livre, mais que j'ai eu dans le cadre de conférences de presse, tu sais, quand je me déplaçais sur les tournois. Parce que j'ai eu aussi il y a beaucoup de témoignages qui sortent de conférences de presse où j'avais un espèce de one-to-one. J'étais seul avec le joueur pendant quelques minutes. Et là, par exemple, avec Benoît Paire, il a répondu, Gilles Simon a répondu, mais il ne souhaitait visiblement pas avoir des entretiens plus longs, parce que j'ai fait quand même des entretiens de quasiment 1 heure hein, avec certaines personnes pour l'élaboration de cet ouvrage. Donc oui, il y a des portes qui se sont fermées, mais je le savais, hein, je le savais. C'est pas le milieu le plus accessible, le milieu du tennis. Hein. C'est Franchement, vrai que d'autant plus. tu as ce recul par rapport à tes différentes expériences dans le monde du sport. Où est-ce que tu places le tennis vis-à-vis de ça? Ah, compliqué, hein. Ouais. Franchement, compliqué. Ouais, compliqué. Déjà, il y a un truc aussi, et ça, c'est propre au tennis, mais les joueurs, ils sont 9 mois sur 12 en déplacement, ça aide pas. Les décalages horaires, tout ça, franchement, c'est vraiment compliqué. Mais non, c'est pas un milieu très accessible. Hein. Moi, voilà, je suis journaliste, je te le disais, depuis 2006. Tu as plus d'acteurs du rugby, tu as plus d'acteurs du handball, tu as plus d'acteurs du basket. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple d'avoir effectivement, même les joueurs français. Voilà, Gaël Monfils, Wilfried Tsonga, Gilles Simon, tu les as pas en un claquement de doigts. Donc, je le savais. Après, voilà, j'ai quand même réussi à avoir des témoignages de joueurs tricolores, mais non, c'est compliqué. Non, ouais, c'est assez compliqué. C'est peut-être pas au niveau du foot, mais c'est vraiment pas loin, moi, je trouve. Ok, c'est vrai que ça a l'air pas évident et c'est un milieu assez fermé, comme tu l'as dit. Pour avoir des contacts, c'est assez complexe. Par rapport au livre, qu'est-ce que toi, tu en retiens? Je pense que tu avais un point de départ. Donc déjà, tu avais le caractère de Rafa, cette abnégation, tout ce qu'il a pu faire, que ce soit à l'US Open 2019 et avant, par rapport à son évolution de son jeu, etc., que tu connaissais. Et tu as eu ce statut après, donc à la fin de ton ouvrage, une fois que tu avais récolté tous les témoignages. Qu'est-ce qui a changé finalement entre le Guillaume d'avant la rédaction complète du livre qui a juste cette petite idée en tête et le Guillaume qui à la fin a posé le point final sur son ouvrage? Est-ce que c'est encore plus d'admiration envers le Mallorquin? Qu'est-ce qui te saute aux yeux, toi? Ouais, c'est complètement ça. Et, le Guillaume d'après l'aime encore plus qu'avant. Non, franchement, ouais. Enfin, je vais être un peu gnognon, mais ou peut-être trop romantique, mais en fait, tu as l'impression en interviewant, j'ai fait plus de 50 intervenants qui apparaissent quand même dans le livre.
il n'y a pas une personne qui m'a dit du mal de Rafael Nadal. Alors, tennistiquement, ça, on l'entend, parce qu'il y a peu de choses quand même à dire contre Oui, Rafael c'est Nadal, clair. même si tu as le droit t'as le droit de ne pas aimer forcément. Bon, oui, tu as le droit de ne pas aimer forcément son jeu. Mais tous les gens sont admiratifs de la manière dont il a fait évoluer son jeu. Ça fait aussi l'objet d'un chapitre dans l'ouvrage, qui s'intitule d'ailleurs l'évolution de son jeu. Tous les gens aussi, et ça c'est important de le signaler, sont fans absolus de son humilité, du fait qu'il n'est pas un joueur comme les autres, du fait que c'est une star qui est vraiment c'est pas une star, enfin c'est une star parce qu'évidemment il est connu dans le monde entier et qu'il a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est un mec qui a jamais voulu être une star en fait. Il l'est malgré lui parce que c'est un immense champion de tennis et que il fait rêver plein de gamins et plein d'adultes. Mais c'est vraiment une personne qui a l'air d'une simplicité vraiment presque troublante au regard de son palmarès. Et ça, je le savais pas forcément, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mes entretiens. Et d'ailleurs, du coup, j'ai décidé d'en consacrer un chapitre parce que moi, je pense, en réfléchissant, et beaucoup d'observateurs pensent, que l'humilité qu'il a conservée tout au long de sa carrière lui a permis aussi d'avoir tous ses succès. Parce que quand tu prends le 122e joueur mondial, quand tu le respectes et quand tu le prends très au sérieux, ça t'évite aussi sans doute beaucoup d'accidents. Et quand on réfléchit, en Grand Chelem notamment, il n'en a pas eu beaucoup des accidents, lui, des éliminations prématurées. À Wimbledon pendant un moment, quand il s'était fait éliminer contre Rosol, une fois contre Darcis, une fois contre Dustin Brown. À Wimbledon, il a eu quelques accidents, mais tu regardes sur les autres tournois, je parle évidemment pas de Roland Garros, mais à l'US Open, à l'Open d'Australie, sur des Masters 1000, il a connu quand même rarement d'accidents. Donc voilà, plus d'admiration parce que je me suis rendu compte que ça a l'air. Moi, je le connais pas. Je l'ai déjà vu évidemment à quelques reprises à l'occasion de conférences de presse. J'ai déjà échangé quelques mots avec lui, mais bon, très rapidement. Mais oui, tu te rends compte que ça a l'air d'être vraiment une personne bien. C'est exactement le ressenti que j'en ai. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces détraqueurs? Parce que comme partout, il y a des détraqueurs qui pensent que c'est de la fausse modestie, de la fausse humilité pour faire sens au chapitre que tu lui as dédié, et également aux commentaires que tu m'as dit que c'est vraiment quelque chose qui ressort dans l'ensemble de tes témoignages, où par exemple au premier tour de Roland Garros, comme tu l'as dit, il respecte le 120e, 150e mondial, en disant va falloir quand même que je joue mon meilleur match, mon niveau pour m'imposer. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? De leur dire que, à mon humble avis, il dit c'est pas de la fausse humilité. À mon humble avis, il dit réellement ce qu'il pense. Et c'est parce qu'il pense de cette manière-là qu'il s'évite bien des accidents. Je pense réellement, et moi je trouve que oui, et je trouve que ça se sent quand tu l'entends parler. Des fois, ouais, c'est un peu rasoir. Oui, je joue, je dis n'importe quoi. Je sais pas moi, Yannick Hanfmann au prochain tour. Faut faire attention, il est sorti des qualifications, c'est un joueur à prendre très au sérieux. C'est vrai que quand on entend ça de la part d'un joueur qui a gagné, parce qu'il le joue en FPAN une année, c'est pour mon exemple. Oui, le jeu, il est né à Roland Garros au j'en parle deuxième ou d'ailleurs troisième tour. Ouais, c'est un truc comme ça. Donc voilà, mon exemple n'était pas choisi au hasard. C'est vrai que quand tu entends ça, tu te dis, attends, arrête quoi, tu as gagné 11 fois Roland Garros, tu vas pas nous dire que tu crains Hanfmann. Moi, je suis persuadé qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Alors c'est vrai que c'est très bateau comme discours, c'est ennuyeux, parce que tout le monde dit un peu ça, mais je pense vraiment que chez lui, il pense ça et qu'il sait que s'il n'est pas à 100% de sa concentration, à 100% physiquement, mentalement, et s'il n'est pas bien préparé, ça reste un joueur professionnel en face et il peut perdre. Je pense qu'il pense réellement de cette manière-là. Voilà ce que je dirais aux détracteurs de Rafa. Ouais, je suis totalement de ton avis sur cet aspect-là. Et par rapport à tous les témoignages que tu as pu recevoir sur le Mallorquin, si tu devais en retenir un ou deux, ça serait lesquels? Un ou deux témoignages sur le Mallorquin, un ou deux témoignages. Je réfléchis à. Écoute, alors j'en ai un qui me vient en tête pour illustrer un petit peu le caractère, le fait que c'est manifestement une bonne personne. Moi, je trouve elle est hallucinante cette anecdote. Elle nous est racontée par Jean-Paul Lotte, ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis,
est actuellement consultant tennis chez Eurosport, que je salue d'ailleurs, je l'adore, Jean-Paul. Il me disait qu'il allait regarder d'ailleurs, il allait lire avec beaucoup de passion mon ouvrage à l'île de la Réunion dans quelques jours. Voilà, petite parenthèse. Et il nous dit dans le livre qu'un jour, Rafael Nadal est à Roland-Garros. Tu dois t'en souvenir, à mon avis, de cette anecdote. Il est à Roland-Garros, il ne voit pas la dame pipi qu'il a l'occasion de voir chaque année. Ouais. Il se renseigne discrètement. On apprend à Rafa qu'elle est à l'hôpital parce qu'elle a subi, je crois que c'est une opération. Et Rafa décide d'aller discrètement en plus, parce que ça aussi, c'est une grande qualité. Voilà, lui, il n'a pas besoin d'être vu sur ce genre de truc. Discrètement, il va à l'hôtel avec un bouquet de fleurs, il va aller voir la dame pipi qu'il avait l'habitude de voir à Roland-Garros. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ça, c'est Jean-Paul Lotte qui me parle de ça. C'est quand même, je pense qu'il y a peu de joueurs. Il y a peu de joueurs qui font ça, quoi. Et puis l'autre truc, tu me disais, ouais, deux choses qu'on m'a dites sur Rafa et qui sont particulièrement marquantes. Je vais aller un peu. Non, si, c'est Arnaud Pasquale qui se mouille un peu et qui nous dit que entre les trois monstres, c'est celui. Alors, il dit pas que c'est le meilleur, mais il dit que c'est celui qui a le plus avancé au cours de sa carrière. Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, pour lui, c'est celui qui a le plus bossé, qui a le plus su faire évoluer son jeu pour rester au niveau des deux autres. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. C'est vrai que quand on regarde Federer en 2007 et Federer à la fin de sa carrière, l'évolution, elle est moins marquante. Chez Djoko aussi, elle est moins marquante. Mais quand tu regardes Nadal de 2005 et Nadal de cette année, ça n'a rien à voir. C'est quand même, y a de sacrées modifications. Hein. Le service, le revers, beaucoup plus porté vers l'avant. Pas que même sur les gestes, rien que sur la gestuelle, quelqu'un qui ne connaît rien au tennis prend 2 vidéos. Ouais. La gestuelle du service, du coup droit, bien sûr. En termes de préparation, c'est pas du tout pareil. Donc ça aussi, c'est un témoignage qui est marquant d'Arnaud Di Pasquale, qui nous dit qu'effectivement, c'est celui qui a le plus sollicité son cerveau pour effectivement faire évoluer son jeu. Et je pense que c'était une nécessité pour lui, sinon il n'aurait jamais eu 22 titres du Grand Chelem. Donc c'est aussi un joueur intelligent. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est un joueur super intelligent. Et tu le vois sur les cours de tennis. Tu vois même un exemple très récent contre Tyler Fritz à Wimbledon, où il n'arrive pas à servir. Il est en galère complet et il arrive quand même à faire exploser juste avec son intelligence tactique son adversaire qui est en pleine forme et qui a tout pour gagner, parce que Nadal il sert à 150 km/h et qui pourtant n'arrive pas à en profiter parce que il en met trop, il caviarde un petit peu, là où Nadal va jouer beaucoup plus de sécurité, va être beaucoup plus malin sur ce match. Ça résume un petit peu vraiment pourquoi Rafa est un immense champion, de faire déjouer tactiquement ses adversaires. Après, on peut prendre d'autres exemples comme Medvedev aussi, qui est un joueur qui arrive très bien à manœuvrer, où c'est vraiment à chaque fois un jeu d'échecs entre les deux. Je trouve ça ultra intéressant. La variation des hauteurs côté revers, le petit slice, les montées au filet. Je pense que c'est bon de rappeler que par rapport à cette idée reçue qu'on pouvait avoir au début de carrière de Rafa, que c'était un bourrin très physique qui écœurait ses adversaires. Et quand on voit certaines prestations qu'il peut avoir maintenant, c'est vrai que c'est la dimension tactique qu'il a à son jeu. Elle est hallucinante. Elle est hallucinante. Ouais, tu as tout à fait raison. Ouais. Je pense que c'est même moi, c'est le tactiquement. Alors, je suis pas très objectif parce que je l'adore, mais tactiquement, moi, je trouve que c'est Djokovic aussi est incroyablement fort. Mais tu vois, je mets Federer en dessous. Je mets Federer légèrement en dessous. Je trouve que Nadal et Djokovic ont cette capacité à attendre que l'orage passe, pour reprendre une expression utilisée par Justine Hénin dans mon ouvrage. C'est ça, et c'est surtout les deux joueurs qui, dans un mauvais jour, ont beaucoup plus de marge de sécurité dans leur jeu qu'un Roger Federer qui, dans un mauvais jour, va arroser complètement côté coup droit. Là où Nadal va jouer court, ça va pas, il va se faire attaquer, etc. Mais il a cette faculté à mettre une balle en plus, même si la balle n'est pas très longue, etc. Mais qui va faire un petit peu cogiter ses adversaires et profiter, comme tu l'as dit, d'attendre que l'orage passe. Et Novak Djokovic aussi arrive à bien mettre la pression dans les moments un petit peu chauds pour faire déjouer ses adversaires quand il n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Ouais, complètement. Non, je suis d'accord. Non. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, oui, cette capacité qu'il a réussi à développer, elle est hors norme. Elle est hors norme. C'est vrai que j'avais pas cité ça tout à l'heure, mais sa capacité à trouver, je vais un peu me répéter, mais sa capacité à trouver un plan B est aussi un autre paramètre qui a façonné mon admiration à l'encontre de Rafa, ouais, vraiment.
C'est sûr, ça force le respect en tout cas. Et pour finir sur la partie de ton ouvrage, est-ce que tu as en tête d'autres projets d'écriture? Ah non, non, non. Non, 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 non. Ah non, ça, non, non. Non, non, mais je dis ça en plaisantant à moitié d'ailleurs, mais c'est beaucoup de boulot. Hein. Non, franchement, c'est beaucoup de travail. Là, je vais un petit peu me reposer. J'accompagne évidemment la sortie de l'ouvrage. Là, on assure un petit peu la promotion et j'en profite pour te remercier pour ton invitation. On assure un petit peu la promotion parce que c'est un joli livre qu'on a fait vraiment avec les éditions Amphora, avec les photographies de Corinne Dubreuil, qui est photographe professionnelle dans le monde du tennis depuis de longues années. Ouais, il y a des photos. Des super photos. Ouais. Il y a des Cette photos photo dont elle parle d'ailleurs dans son interview qu'on a faite, où elle a dit qu'elle avait voulu repenser un petit peu les photos traditionnelles et que là c'était original de prendre les mains de Rafa sur le trophée, que ça changeait un peu des clichés habituels qu'on avait des remises de trophées. Ouais, Un très bel ouvrage. Ouais, c'est génial. C'est un bel ouvrage, donc on assure un petit peu la promotion. Et écoute, non, non, là, pas de projet de deuxième livre. Il y aura peut-être, mais voilà, il faut trouver la thématique qui me passionne. Là, il n'y a rien qui me vient à l'idée. Voilà, mais ça se fera sans doute. Ouais. Ça marche. Bah, du coup, on va partir sur la troisième paragraphe, on va dire, de notre entretien sur le tennis actuel, où on a quand même vécu une saison 2022 assez dingue de la part de Rafael Nadal. Je suis le premier étonné, notamment son Open d'Australie et cette finale qui fait totalement écho à celle de l'US Open 2019 contre ce même adversaire, Daniil Medvedev, où voilà, il y a 2-7 à rien, il doit sauver 3 balles de break. Dans le troisième set, il arrive à s'imposer. Et après, il y a aussi cette épopée légendaire, hein. Je pense qu'on en parlera encore dans quelques années, à Roland-Garros, avec le pied en miettes, où il se fait 4 top 10 à la suite quand même, Auger-Aliassime, Djokovic, Zverev et Casper Ruud, pour décrocher le titre à Roland-Garros. Cette atmosphère un petit peu particulière qu'il y avait, avec va-t-il prendre sa retraite, va-t-il arrêter? C'était assez pesant, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, même si après son second semestre est un peu plus décevant, on peut dire ça, avec Wimbledon, cette blessure, l'US Open où il est un petit peu fantomatique. Qu'est-ce que ça fait écho chez toi, cette saison 2022? Parce que je pense que c'est la définition même de ce qu'est Rafael Nadal, et c'est un peu ce que tu retranscris dans ton ouvrage, son Open d'Australie, ce Roland-Garros. C'est vraiment des matchs références, des tournois références. Quand on te dit Rafael Nadal, c'est quoi? C'est cette finale à l'Open d'Australie, c'est ces 4 derniers matchs à Roland-Garros où il va au bout de la douleur. Il nous sort une masterclass contre Novak Djokovic alors qu'il part pas favori dans des conditions qui lui sont défavorables. Toi, qu'est-ce que ça a fait appel chez toi cette saison 2022 chez le Mallorquin? Bah, franchement, c'est qu'en fait, c'est marrant parce que tu sais, quand tu es passionné quand tu es fan de quelqu'un, je sais pas, t'as toujours. Moi, je suis jamais serein avant un match de Rafa. Je sais pas comment l'expliquer. Le type a 22 titres du Grand Chelem, quasiment 100 titres en carrière. Je suis jamais serein. Pour moi, Medvedev va gagner, j'en suis quasiment sûr, en finale de l'Open d'Australie. Pour moi, Auger-Aliassime va le battre. Quand je vois le début du 5e set à Roland, je me dis Auger-Aliassime va gagner. Pour moi, j'avais été interviewé d'ailleurs à ce propos, 24 heures avant le Djoko Nadal de Roland, mais je suis prêt à mettre, j'exagère, mais une petite fortune sur la victoire de Djoko. Ça évoque vraiment que ce mec-là, c'est incroyable, quoi. Enfin, je vois pas un autre sportif dans un autre sport, en fait, arriver à renaître de ses cendres comme ça, de manière aussi répétée. C'est ça aussi qui force l'admiration chez ce mec. J'étais à milieu de penser qu'il ferait une année 2022 avec 2 titres du Grand Chelem. J'étais à milieu de penser qu'il aurait un jour dans sa vie un 2e titre à Melbourne après sa première victoire en 2009. Bon, alors, il n'y avait pas de Djokovic, c'est vrai, il faut le dire. Aurait-il gagné avec? Ça, on ne le saura jamais. Bon, enfin, il bat quand même Berrettini, il bat Medvedev, il bat Shapovalov, il bat Kachanov. Bon, il se fait quand même des bons petits joueurs. Donc ça évoque moi. Tu parlais du match contre Fritz. À un moment, je suis chez moi, je regarde le match, je me dis, il ne va pas gagner. Là, Nadal, il sert à 144 km et le mec arrive à gagner. Donc, moi, ça évoque ça. C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours plein de doutes à chaque fois que je le vois. Vraiment, même contre des adversaires sur le papier bien inférieurs. Et il arrive toujours très généralement, il arrive toujours à s'imposer. Donc, très belle saison. Totalement en phase avec toi. C'est exactement le même sentiment que j'ai. Enfin, l'Open d'Australie, Roland, je ne croyais pas du tout. Je le voyais perdre contre Medvedev et contre
et contre Djokovic aussi, Ah d'autant ouais. plus qu'il y avait ces conditions qui ne lui étaient pas favorables. Et c'est impressionnant, enfin, dès le début du match contre Djoko, il arrive à renfoncer le clou, à lui montrer mon gars, tu as peut-être gagné le combat de la programmation, mais ce match, c'est moi qui vais le gagner. Enfin, c'est assez incroyable. Par contre, et c'est un petit peu le paradoxe et le parallèle qu'on peut avoir, c'est que on pense qu'il peut être un peu magique. Et par exemple, à l'US Open, il arrive, il bricole un geste au service quelques jours avant, il a un tableau ouvert, il n'y a pas de Djokovic encore une fois. Et là, on se dit, bah, pourquoi pas, il peut le faire, il peut le faire. C'est Nadal, il l'a fait à l'Open d'Australie et finalement, bah, là, il peut plus. Enfin, contre Tiafoe, ça a des limites finalement. Déjà contre Fonini, ça avait été compliqué, même contre Gasquet. C'est un peu en trompe-l'œil par rapport au match et au score qu'il y a. Et là, bah, contre Frances Tiafoe, ça ne passe pas. Et c'est un peu voilà, l'envers du décor que tu peux avoir où des fois tu te dis tu crois pas et il arrive à te surprendre et d'autres fois bah, tu vas te dire ouais bah là pourquoi pas, hein, il nous a tellement fait rêver cette saison qu'il peut peut-être aller au bout et derrière bah, tu te fais reprendre un petit peu par le manque de rythme et le fait qu'il ait eu cette blessure aux abdos et qu'il n'ait pas pu s'entraîner de la meilleure des façons. Je sais pas comment Ouais, tu as vécu d'ailleurs cette US ouais. Open. Et oui, et puis j'ai envie de dire, malheureusement, tu peux pas gagner tout le temps non plus, hein, sinon, C'est ça. ce serait un peu trop simple. Mais déjà, de faire deux finales, deux victoires en Grand Chelem, une demi à Wimbledon, sans jouer la demi en plus. Oui, il devait jouer Kyrgios. Ouais. Oui, il devait jouer Kyrgios en demi après son match contre Fritz. Donc il fait victoire à l'Open d'Australie, victoire à Roland, demi à Wimb, et il fait huitième ou quart à l'US, j'ai un doute. Huitième, ouais. Ouais, c'est huitième contre Tiafoe. Euh, qu'est-ce que j'ai Pardon, ta question, c'était qu'est-ce que j'ai pensé du US Open, c'est ça? Ouais. Ouais, un peu mais comme tu disais, oui, sa deuxième partie de saison, elle est un petit peu moins convaincante. Oui, effectivement, déjà, il n'a pas énormément joué. Parce que je crois qu'il fait l'impasse sur Montréal, me semble-t-il, et Ouais, puis c'est ça. Il fait un Cincinnati, il se match à fait battre par Cincinnati où il Coric. perd contre Chorich et il Ouais, fait c'est 4 ça. matchs du coup à l'US. Ouais, il fait bon. Oui, oui, bah non, tu l'as bien résumé, un peu rattrapé, oui, certainement par le manque de rythme. Tiafoe a fait un très bon match aussi, j'ai trouvé. Nadal un peu en dedans, bah oui, ça casse parfois malheureusement. Et c'est vrai que c'était pas le meilleur US Open de Rafael Nadal et c'était pas ses meilleures prestations, mais espérons qu'avec Bercy et le Masters, il ait eu le temps de savourer sa récente Paternité. paternité et qu'il a pu travailler ça. Enfin, ça, j'en doute pas. Il y a toujours des vidéos qui circulent. Tu as l'impression qu'il gagne Roland Garros. Le lendemain, tu auras toujours une vidéo sur les réseaux sociaux le montrant à l'entraînement à 8 h du matin. Ça, on en parle aussi beaucoup dans le bouquin, hein, ce goût pour le travail et pour l'effort. C'est absolument colossal. Je crois qu'on ne se rend pas compte, hein. Déjà, c'est tous les tennismen professionnels parce que pour arriver à ce niveau, de toute façon, il faut travailler comme un fou. Mais chez lui, ça prend une dimension encore plus hallucinante. Et du coup, t'en parlais, il va rejouer au Rolex Paris Masters là, cette semaine et après à Turin. Qu'est-ce que t'en penses du fait qu'il rejoue sur cette fin de saison? Honnêtement, en tant qu'observateur et aussi que fan de Nadal, j'aurais peut-être préféré qu'il se concentre sur l'Open d'Australie 2023, qu'il profite tranquillement de sa paternité, qu'il se remette un petit peu physiquement d'aplomb aussi, ou avec cette blessure aux abdominaux, sachant qu'il va avoir un titre à défendre l'an prochain à Melbourne. Là, le revoir jouer, je suis un peu surpris. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que fan et observateur du tennis? Bah, en tant que fan, je suis super content. En tant qu'observateur, je suis pas surpris qu'il revienne. Je crois qu'il aime bien. Honnêtement, je pense que déjà il a un vrai rapport avec cette ville de Paris, qu'il a fait roi aux internationaux de France à 14 reprises. Je pense que c'est pas anodin. Je pense que vraiment, tu vois, c'est pareil. On parlait de sa fausse humilité, mais je pense quand il dit aussi qu'il adore Paris, qu'il est toujours bien accueilli, je pense qu'il le pense vraiment. Je pense qu'il se sent vraiment très à l'aise à Paris. Donc, j'ai la sensation que ça lui fait plaisir de revenir à Paris. Puis il a beaucoup de mauvais souvenirs à Paris quand même, hein. Je parle Ouais. Bercy, hein, j'en parle dans le livre. Soit il l'a pas fait, soit il déclare forfait à un moment dans le tournoi qu'il n'a jamais remporté d'ailleurs, hein, on le rappelle. Donc moi je trouve ça assez logique qu'il soit là parce qu'a priori il n'est pas blessé. Voilà, il y a eu sa paternité, mais bon, je crois que de toute façon lui, il a dû évidemment passer des super moments, mais je pense qu'à un moment il avait qu'une hâte, c'était de reprendre sa raquette et de retourner sur le chemin de l'entraînement. Donc tu sais, il y a toujours moi je pense qu'il y a toujours cette fameuse course à l'histoire, hein, de toute façon. Il sait que ce qu'il n'a pas gagné, il n'y en a pas beaucoup qu'il n'a pas gagné. Il y a Bercy, il y a le Masters de fin de saison. Je crois qu'il y a un ou deux autres Miami. Masters 1000. Ouais, il y a Ouais, Miami. Miami, il n'a jamais gagné. Et puis, je ne sais pas si c'est Shanghai.
Et voilà, exactement. Donc, c'est un compétiteur éternel. Donc, à mon avis, il vient à Bercy en se disant, j'ai envie de le gagner un jour, celui-là, quoi. J'ai envie de le gagner un jour. Alors, malheureusement, il y a de la concurrence, là. Djoko est là, Alcaraz, j'ai Aliassime qui marche fort, Daniil Medvedev. Mais non, je pense qu'il va, de toute façon, il y va avec la même ambition qu'à chaque tournoi. Il y va pour gagner. Et puis, l'enchaînement avec le Masters, c'est vrai que, comme tu dis, en tant que fan de Nadal, on n'est pas très serein à chaque fin de saison. Hein. C'est clair. Franchement, Bercy, c'est vraiment, je me permets l'expression, il s'est pété tellement de fois à Bercy. Il s'est retiré du Masters aussi, où il ne l'a pas fait. Que, ouais, je comprends ton manque de sérénité, que je partage tout à fait. Mais écoute, touchons du bois, espérons qu'il ne se blesse pas. Mais bon, t'as raison, c'est un petit risque, sachant qu'il aura 2000 points à défendre en janvier à l'Open d'Australie. C'est un petit risque, mais je crois que sa soif de compétition prend le dessus, je pense. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on peut que lui souhaiter de performer et de triompher à l'un de ces deux tournois. Nadal ne serait pas Nadal sans ses deux grands rivaux, Federer et Djokovic. Le Suisse a pris sa retraite cette saison. Toi qui étais à la première heure, on va dire, un fan de Roger, qu'est-ce que ça t'a fait J'imagine que ça t'a touché, ces images qui ont circulé également, ce double entre Nadal et Federer, ces belles larmes sincères, enfin, ces belles images qu'on a pu voir. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette fin de carrière du coup et de cette retraite du Suisse? Ouais, tu fais référence à la photo des deux en larmes là sur. Qui se tiennent la main. C'est l'image sport de l'année à mon sens. Hein. Vraiment, ouais, non, beaucoup d'émotions, même si, comme toi, j'imagine, j'ai regretté qu'il termine sur cette compétition qui, pour moi, quand même, franchement, a assez peu de saveur. J'aurais préféré qu'il termine, je sais pas à Bercy, à Bâle, à Wimbledon, ça aurait été évidemment le scénario parfait, mais ouais, une page qui se tourne, et puis même, tu sais, à titre personnel, je crois que j'ai un an de différence avec Federer, ou de la même année, je sais plus, mais c'est un joueur qui m'a accompagné tout au long de mon parcours professionnel. C'est un joueur que j'ai adoré lors de ses premières années, et puis bon, après, il y a l'Espagnol qui est arrivé malheureusement et qui lui a un peu piqué sa place, mais tu sais, il y a aussi ce rapport un peu personnel. Ouais. Ça t'évoque des trucs, quoi. Federer, Wimbledon, la finale 2008, tu te rappelles où t'es. Donc voilà. Et puis cette course pour l'histoire qui se termine pour lui, on était quand même sur une course à 3. Et pour lui, ça y est, c'est terminé. Il s'arrête à 20, Grand Chelem, plus de 100 titres en carrière. Mais oui, pour lui, il n'y aura pas plus. Et j'ai peur que si on essaie d'être un tant soit peu objectif, j'ai peur qu'au final, des trois, il occupe la 3e position. Moi, je pense que ça va se terminer comme ça. Si on regarde, je parle vraiment palmarès, tu vois, parce que les autres, Si ils le sont pas face-à-face entre ces deux rivaux. face-à-face, ouais, les face-à-face sont largement en faveur des deux. Il a moins de grands chelems maintenant que les deux. Il a beaucoup moins de Masters 1000 que les deux. Il a moins de semaines en tant que numéro 1 que Djokovic désormais. Il a plus beaucoup de records, hein, Federer. Donc, bon, après, immense carrière. Et voilà, pour revenir à ta question du début, évidemment, j'ai pas lâché ma larme, mais j'en étais pas loin, effectivement, lorsque le maestro a joué son dernier coup de raquette, ouais. Et un petit mot sur Novak Djokovic, qui est sans doute celui qui est le plus clivant des trois. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis sur le joueur serbe? Alors, tu sais, j'ai participé à l'émission sport là, à Europe 1 la semaine dernière pour parler un petit peu même longuement de mon ouvrage qui est sorti le 13 octobre. La dernière question, c'était alors là, c'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Et tu sais ce que j'ai répondu? Ça m'a fait beaucoup de peine de le dire. Ça m'a Djokovic. fait mal de le dire, mais j'ai dit Djokovic. Ouais. Donc ce que j'en pense, c'est que pour moi, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Ça m'ennuie de le dire parce que, mais si je veux être tout à fait sincère et tout à fait objectif, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il a battu Nadal à Roland-Garros plusieurs fois. Il a corrigé. Il a battu Federer dans son jardin plusieurs fois. Il a un ratio positif contre Nadal. Il a un ratio positif contre Federer.
il est multi-surface. Oui, il est multi-surface. Il a gagné au moins 2 fois tous les grands chelems. Il a le record de Masters 1000. Il a le record de semaines passées au rang de numéro 1 mondial, même si, bon, la période Covid l'a sans doute un peu aidé aussi. Mais c'est pas celui qui m'a fait le plus rêver. C'est pas celui qui me procure le plus des émotions. C'est pas, à mon avis, le plus sympa des trois, de ce que j'entends ça et là. Mais je pense que faut pas oublier que quand il arrive, les deux sont au sommet, hein, quand même. Ils se tapent, si je me permets l'expression, les deux à leur prime. Donc, ce que j'en pense, c'est que Je trouve que, pour rebondir sur ça, et c'est peut-être le seul argument, je trouve, en faveur de Nadal, c'est que Nadal a dû jouer avec le prime de Djokovic et de Federer. Là ouais, où, du coup, quand Djokovic commence à être performant en 2010-2011, Federer commence à décliner un tout petit peu. Là où Nadal, du coup, a joué le Federer de 2006-2007 et où il a joué le Djokovic de 2011, très très costaud. C'est d'ailleurs l'un des rares arguments qui va en faveur de Nadal sur cette phase-là. Mais c'était juste pour par rapport à mon avis sur ça, où je trouvais que Federer commençait légèrement à décliner. C'était pas le Federer de 2006-2007, en tout cas celui qu'il a pu connaître en 2010-2011. non, t'as raison, c'est un argument qui se tient effectivement. Oui, 2010-2011, t'as raison, Federer est un petit peu moins rayonnant. Bon, enfin, ça n'enlève en rien Oui, oui. l'immense carrière de Djoko, qui est le plus jeune des trois, qui a 21 grands chelems, qui, j'en ai bien peur, va en glaner encore quelques-uns. Pour Federer, c'est terminé. Pour Nadal, c'est toujours pas. De toute façon, depuis des années, Nadal, moi, tu sais, il y a 3 ans, je disais, il en gagnerait plus. Donc, moi, j'ai dit à un moment en 2015-2016, Federer, il en gagnera plus, il en a regagné. Il y a 2 ans, je crois que j'ai dit que Nadal n'en gagnerait plus et qu'il allait même tirer sa révérence incessamment sous peu. Il en a gagné 2 cette année. Bon, un jour, ça s'arrêtera, mais c'est vrai que c'est toujours dur de les enterrer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une forme concernant Djokovic, on est quand même tous à peu près d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de raison qu'il n'en gagne pas encore. Il peut même finir à 26 ou 27 parce qu'il n'est jamais blessé. A priori, il va jouer l'Open d'Australie. Je crois qu'il y avait des dernières nouvelles plutôt rassurantes. Donc, à chaque tournoi du Grand Chelem, il fait partie des 3-4 favoris. Voire à l'Open d'Australie, c'est l'immense favori parce qu'il l'a gagné, je crois que c'est 9 fois de mémoire. Donc voilà, bon, pour résumer, voilà, pas un jeu que j'adore, pas un joueur qui m'a procuré d'intenses émotions, mais un joueur absolument stratosphérique et à mon sens, franchement, à mon sens, le plus grand de l'histoire, ouais, je pense. Et du coup, bon, il y a les trois, il y a le reste. Qu'est-ce que t'évoques la nouvelle génération? Je pense notamment à Alcaraz, Sinner. Alcaraz qui a fait une année 2022 exceptionnelle, qui a toutes ses chances de terminer numéro 1 mondial. Et même les un peu plus vieux, les Tsitsipas, Zverev, Medvedev. Qu'est-ce qui t'évoque pour la suite et le futur du tennis, où souvent certains sont inquiets de se dire il y aura plus Federer, il y aura plus Nadal, il y aura plus Djokovic, même si bon, je pense qu'ils ont été un petit peu rassurés, qu'ils vont retrouver de la sérénité suite à cette saison 2022, Alcaraz, Sinner qui promettent, et d'autres joueurs également. Toi, quel est ton avis sur ça? Se porte bien et qu'à mon avis, on va avoir les prochaines années, elles peuvent être passionnantes. Elles peuvent être passionnantes. Alors, tu citais un petit peu donc la génération, on va dire, des joueurs qui sont nés en 96, 17, 98, 99, donc Tsitsipas, Medvedev. Ces joueurs-là, c'est remarquable ce qu'ils font. Alors, c'est vrai que Tsitsipas, il a un petit peu de mal à aller au bout, hein, on va dire. C'est vrai qu'il y a une finale de Grand Chelem l'année dernière à Roland, mais cette année, il n'y en a pas. Je pense que c'est aussi un petit peu son objectif au bout d'un moment. Après, je trouve que c'est un beau joueur. Je ne suis pas fan du mec forcément, mais je trouve que c'est un très beau joueur. Pareil pour Alexander Zverev qui commence à gagner de la stabilité. On aurait beaucoup aimé connaître l'issue de son match contre Rafa à Roland-Garros. Zverev, je trouve qu'il commence à vraiment à trouver de la constance dans ses performances. Medvedev, bon, un goût d'inachevé, j'imagine, après sa finale à l'Open d'Australie. Je pense que ça a dû gamberger pas mal de fois, mais non, c'est une bonne génération. Medvedev a gagné l'US, Tsitsipas fait finale à Roland, Zverev fait finale à l'US il y a quelques années. Je pense qu'ils vont en gagner. Je pense que Medvedev va en gagner, les grands chelems. Et puis la nouvelle génération, elle est pas mal celle-là. Hein. Ouh là 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 là, elle est pas. Ah oui, là, au Aliassime en ce moment, il marche sur l'eau. C'est impressionnant. Là, je l'ai vu jouer il y a quelques jours. Qualité de service. Tu sens que depuis quelques mois, là, il a pris une nouvelle dimension. Je ne sais pas si le déclic, cette victoire à la Lever Cup contre Djokovic. Ouais. Mais là, il enchaîne les 3 titres. Je crois qu'il a 13 victoires de rang, 13 ou 14 victoires de rang. Il est, je le trouve vraiment.
sûr de sa force, d'une sérénité absolue. Tu l'as dit, victoire contre Djoko. Son match contre Nadal, c'est un très bon match, c'est un match de qualité. Contre Medvedev aussi, d'ailleurs. Contre Medvedev, tout à fait. Donc, non, Auger-Aliassime, je suis fan aussi. Et puis, le monstre, là, c'est Alcaraz, évidemment. Hein, pour, moi, c'est la sensation que si tu me poses la question, la sensation que j'ai, c'est Rafa, au même âge, il était quand même nettement moins impressionnant. À 19, 20 moins ans. Complet, moins complet, exactement, moins physique. Bon, bah, il y a 17 ans qui ont passé. Les joueurs aujourd'hui, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein, ils deviennent de plus en plus costauds, de plus en plus physiques, de plus en plus. Alcaraz, c'est prodigieux, je trouve. Je suis impressionné par ce garçon. Et évidemment par la saison qu'il vient de faire. Il gagne l'US Open, il gagne des Masters 1000, il est numéro 1 mondial. Oui, bon courage à ses concurrents. Bon courage à ses concurrents dans les prochaines années. Ouais. C'est clair. En tout cas, je pense que le tennis va très bien se porter avec toutes ces belles générations qui vont pouvoir matcher ensemble. Et certes, il y aura peut-être moins de constance, moins de régularité. C'est une certitude, je pense. Mais on aura quand même de très belles affiches, de très bons vainqueurs, de très bons tournois. Même si les vainqueurs de Grand Chelem, ça ne sera pas le même 3 fois dans la saison. Ils vont se partager peut-être à 3-4 les 4 Grands Chelem. Donc il y aura un peu plus de les cartes seront un peu plus rebattues. Alcaraz, tu serais surpris toi en 2023, peut-être pas 23, mais 2024, Alcaraz qui en gagne 3 sur 4 et je sais pas. 2 sur 4, pourquoi ouais, allez, peut-être pas 3 sur 4, mais 2 sur 4 en 2024 pour Alcaraz, je dis n'importe quoi, l'US et Roland, il va peut-être s'arrêter de gagner un jour, Rafa. Tu vois, je serais pas surpris. Hein. Je serais pas surpris. Enfin, c'est vraiment le joueur qui sort du lot. Je suis pas très original, c'est l'actuel numéro 1 mondial, mais je pense que la génération de Tsitsipas, Medvedev, ils doivent se dire. En fait, oui, c'est vrai que tout à l'heure, je te disais, ils vont en gagner, mais avec Alcaraz, Auger-Aliassime, le petit Rouneux aussi, qui est très impressionnant aussi. Je sais pas si Tsitsipas, je suis pas sûr qu'il en gagne 3 des grands chelems, quoi. Je sais pas. Ça, on peut pas savoir. Surtout que là, ils sont dans une période un petit peu de stagnation. Pareil avec Medvedev, même s'il retrouve des couleurs en indoor. Mais on sent que Medvedev, il a quand même sur ses 27 ans, si je dis pas de bêtises, ou il a passé. Enfin voilà, quand même, il va pas changer drastiquement son jeu, je pense, à cet âge-là. Donc, il aura toujours ces lacunes qu'on peut lui voir. Voilà, cette position sur le court où beaucoup de joueurs en profitent, service volé, en le battant, en le faisant avancer sur le terrain. Après, côté coup droit, il manque un peu d'agressivité. Pareil, Tsitsipas qui stagne, je trouve, côté revers. Rouney, il y a une semaine, s'est régalé sur le grec en exploitant ces lacunes sur ce compartiment du jeu-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite phase de stagnation où ce sont quand même de très, très bons joueurs et qui arrivent à aller loin dans les tournois. Mais face à cette génération qui arrive, qui a le couteau entre les dents, ça promet, ça risque d'être compliqué parce que y a d'autres joueurs qui vont sortir un peu, qui vont popper aussi, qui vont apparaître et ça risque d'être compliqué pour eux de gagner plus d'un grand chelem, en tout cas dans les années qui arrivent. Comme tu disais, pour Tsitsipas, gagner 3 grands chelems, ça peut être compliqué pour le grec, je pense. Donc à voir ce que ça va donner, c'est toujours imprévisible, surtout que Novak Djokovic va continuer encore 3-4 ans facilement. Donc il va potentiellement priver ces Medvedev, ces Tsitsipas aussi de leur heure de gloire. Alors que des Alcaraz qui sont plus jeunes, même si Djokovic gagne tout pendant 3 ans, ils savent qu'ils ont quand même 23-24 ans, ils ont encore 10 ans devant eux pour en taper des grands chelems. Donc ça promet. Je pense qu'on va surveiller ça de très très près. Et pour terminer notre entretien, est-ce que tu as une anecdote liée au tennis par rapport à ton expérience en tant que journaliste, commentateur et maintenant écrivain à nous partager quelque chose quelque chose que tu as vécu qui peut nous surprendre, ou une petite anecdote croustillante à nous partager. Alors, je réfléchis. Concernant le monde du tennis, tu m'as dit. Le monde du tennis. Évidemment. Une anecdote amusante concernant le monde du tennis. Écoute, le premier truc qui me vient, c'est, alors je ne sais plus quelle édition de Roland Garros, mais c'est soit 2007, soit 2008, soit 2009, soit 2010. Non, excuse-moi, entre 2008 et 2010, une édition de Roland Garros, donc je travaille à l'époque pour RTL L'équipe, je citais ça tout à l'heure, qui était une radio que tu pouvais écouter sur le net et qui était issue du partenariat entre l'équipe Le Quotidien et RTL La Radio.
Et on était à Roland-Garros sur place, on avait une équipe de journalistes et de consultants. Et un jour, on arrive à avoir, on avait des petites cabines, tu sais, positionnées sur les cours pour commenter les rencontres. Et il commençait à être un petit peu connu, mais j'avais trouvé ça vraiment très classe et c'est assez rare. Et à mon avis, même aujourd'hui, tu peux plus le faire ça. On avait sollicité Stan Wawrinka, il devait avoir donc à peu près 24-25 ans, et il avait accepté. On lui avait lancé une invitation pour qu'il nous rejoigne donc, dans notre toute petite cabine qui devait faire 1 mètre carré, enfin vraiment tout petit. Et tu vois, il devait être déjà bien classé. Enfin, on le connaissait. Il n'était pas numéro 3 mondial. Il n'avait pas gagné évidemment de Grand Chelem, mais il commençait à être un petit peu connu. Et on avait été tous vraiment bluffés parce que le mec avait pris le temps de monter. En plus, il fallait monter des étages, d'aller dans la petite cabine et de répondre à nos questions à l'antenne pour c'était une radio. Alors, RTL, l'équipe, évidemment, ce sont des grands noms, mais la radio était quand même assez peu médiatisée, quoi. Donc voilà, j'avais aimé la simplicité du garçon à l'époque et ouais, sa gentillesse de venir répondre à nos questions dans une toute petite cabine. Ça avait été un bon moment passé avec lui, ouais. Ça a l'air d'être un super type, Stan, en tout cas. Par rapport à ce qu'il dégage. Donc, c'est très cool comme anecdote. Bon, nous, on n'était pas dans une cabine d'1 mètre carré, mais en tout cas, merci beaucoup, Guillaume, pour cet entretien avec ton super ouvrage. Avec plaisir. Je le redis, Nadal, le guerrier ultime, aux éditions Amphora, avec des super photos de Corinne Dubreuil pour illustrer tout ça. Donc, si ça vous a donné envie de le lire, allez l'acheter dans votre librairie favorite pour pouvoir vous replonger un petit peu dans l'évolution de Rafael Nadal et aussi son évolution technique, comme tu l'as longuement répété. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Écoute, j'ai passé un très très bon moment et ouais, c'était très intéressant de converser avec toi. Ça m'a fait beaucoup de plaisir.